je suis ravi de vous contacter à travers ce cours télévisé et qui porte sur le droit fiscal, un droit ou bien une matière qui est programmée dans le cadre du S4 et qui est adressé aux étudiants de droit. Donc c'est un cours de droit, de législation fiscale essentiellement, et qui est adressé à des étudiants de droit de pratiquement la deuxième année S4 droit. Donc je serais heureux de faire avec vous aujourd'hui un élément fondamental de droit fiscal, à savoir le recouvrement des créances publiques. Le recouvrement des créances publiques. Donc nous allons voir un texte de loi qui régit les différentes étapes par lesquelles passe le recouvrement des créances publiques. Alors là, il y a un texte de base, une loi qui s'appelle la loi 1597, loi 1597, qui a été adoptée en l'an 2000, exactement le 3 mai 2000, et qui constitue le code de recouvrement, un véritable code de recouvrement. Et là, le mot code est très significatif parce que ça renvoie à un avantage fondamental de ce texte de loi, à savoir, c'est un texte qui a harmonisé les techniques et méthodes de recouvrement pour l'ensemble des créances publiques, que ce soit pour l'État ou pour les collectivités territoriales, les impôts, les taxes, les droits de douane, etc. Donc c'est un code à caractère général et qui touche parmi d'autres notre matière, le droit fiscal ou bien la fiscalité. Donc c'est un code qui a été adopté et donc comme on a dit son apport fondamental c'est l'harmonisation de la procédure. Son objectif c'est d'assurer la perception, le recouvrement des créances de l'État et on sait combien cette perception, combien ce recouvrement est fondamental pour la marche de l'État parce que la caisse de l'État a besoin d'argent pour pouvoir financer les différentes opérations de fonctionnement comme d'investissement. Alors, comme je viens de dire, on va essayer de simplifier et de voir les différentes étapes par lesquelles passe l'opération de recouvrement. Et là, ce qu'il y a à retenir, qu'il s'agit de deux grandes étapes qu'on va par la suite détailler. Mais il s'agit de deux grandes étapes. Le citoyen, le contribuable tout simplement, doit s'acquitter de sa dette fiscale à l'amiable. À l'amiable. C'est-à-dire, on suppose que le contribuable est de bonne volonté, c'est le bon citoyen qui accepte de payer volontairement ses dettes fiscales auprès de l'État ou bien auprès des collectivités territoriales. Donc, il aura un délai, etc., on va le voir, pour payer à l'amiable. Mais si ça ne marche pas, et si ce contribuable est récalcitrant, et si ce contribuable refuse de s'acquitter de sa dette fiscale, on passe à la deuxième série de procédures, ce qu'on appelle le recouvrement forcé. Alors là, l'État va démontrer ses capacités, son autorité de puissance publique et va donc imposer aux contribuables, selon plusieurs procédures, de payer sa dette fiscale. Donc deux grandes procédures, à l'amiable d'abord et recouvrement forcé ensuite. À l'amiable, c'est normal parce que déjà, le rapport avec la fiscalité, c'est un rapport tendu. Personne n'aime être imposé. Personne n'aime vraiment payer la dette fiscale parce que ça touche le pouvoir d'achat, ça touche votre bourse. Donc automatiquement, on a, je ne sais pas si c'est automatiquement ou non, mais au moins on a une certaine tendance à soit ne pas payer l'impôt, soit à minimiser l'impôt, soit à retarder le paiement de l'impôt. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de créer d'abord le paiement à l'amiable, c'est-à-dire au contribuable, ça concerne l'intérêt général, c'est pour des dépenses d'intérêt général, c'est par solidarité, donc il faut payer, il faut s'acquitter de sa dette fiscale, et en principe le contribuable, le bon citoyen qui se déplace à l'administration fiscale qui paye, ou bien maintenant à travers le télépaiement, c'est-à-dire on peut payer à travers Internet. Si ça ne marche pas, on passe au recouvrement forcé, ça veut dire que vous ne voulez pas payer. Bien. Commençons par le paiement à l'amiable. Alors, le recouvrement à l'amiable et le paiement à l'amiable, il commence par un avis d'imposition. Un avis d'imposition. Un avis d'imposition. Donc, c'est le contribuable qui est chez lui et qui reçoit une lettre, un pli, qui s'appelle avis d'imposition.
Madame, monsieur, vous êtes soumis à tel impôt, à telle taxe, passez à la caisse pour payer tel montant. Donc je reçois un avis d'imposition chez vous. Alors, cet avis d'imposition est envoyé par voie postale, soupli, fermé. Donc je le reçois à travers la poste. Qu'est-ce que je trouve et qu'est-ce que je dois trouver dans cet avis, dans cette lettre? Alors, il s'agit de 4 mentions fondamentales. 1. L'identité du redevable. J'ouvre donc la lettre, c'est bel et bien moi, monsieur, madame, tel, etc., etc. Donc c'est bel et bien moi. La nature de la créance, qu'est-ce que je vais payer? Et là, je vais me poser la question, est-ce que cette créance qui m'est demandée, qui m'est exigée, est-ce qu'elle est en relation avec ma situation, avec mon activité? Le montant à payer, quel est le montant que je vais devoir payer? C'est normal, et comment il a été calculé? Et enfin, et ce qui est aussi très important, la date de mise en recouvrement et d'exigibilité, c'est-à-dire le délai que vous avez pour pouvoir se déplacer à l'administration fiscale ou payer par Internet. Là, c'est ce qu'on appelle la date d'exigibilité et qui est la date fondamentale et sur la base de laquelle on va par la suite calculer et prendre en considération les délais relatifs au recouvrement forcé. Voilà. Ça, c'est pour le premier l'avis d'imposition. J'ai reçu l'avis d'imposition avec les mentions précédemment signalées, avec une date d'exigibilité. À l'expiration de cette date, je n'ai pas payé. Ça veut dire qu'en principe, je ne veux pas payer. Et dans ce cas, on passe au recouvrement forcé. Toutefois, même pour le cas du recouvrement forcé, le législateur nous a offert une deuxième chance. Nous sommes dans le recouvrement forcé, mais vous avez une deuxième chance. Cette deuxième chance, c'est ce qu'on appelle un dernier avis sans frais. Un dernier avis sans frais. C'est un rappel. Madame, monsieur, vous avez reçu un avis d'imposition, mais vous n'avez pas payé. Et voici votre identité, voici la créance, voici l'ancienne date d'exigibilité, mais à laquelle vous n'avez pas payé. On vous rappelle que vous devez payer, et c'est sans frais. Donc c'est sans majoration, sans pénalité. C'est une deuxième chance qui est accordée au contribuable qui ne s'est pas acquitté de sa dette fiscale à la date d'exigibilité qui était mentionnée dans l'avis d'imposition. Donc c'est une deuxième chance, quoique nous sommes déjà dans le recouvrement forcé. Alors généralement, le dernier avis sans frais est adressé au contribuable à partir du 10e jour, après l'expiration de l'avis d'imposition. Donc généralement, le 10e jour, par exemple, la date d'expiration de l'avis d'imposition, c'est le 30 avril, à titre d'exemple, et bien vers le 10 mai, je vais recevoir le dernier avis sans frais. L'avantage du dernier avis sans frais, c'est qu'il accorde au contribuable une deuxième chance. Donc, un deuxième délai, une deuxième date d'exigibilité de 30 jours. 30 jours supplémentaires. Mais attention, ce ne sont pas des 30 jours à partir de la date de la réception du dernier avis sans frais. C'est 30 jours à partir de la date d'exigibilité qui est mentionnée dans l'avis d'imposition. Alors, cet avis, bien évidemment, comme on l'a qualifié, c'est un rappel. Elle vous rappelle que vous avez des montants dus et que vous n'avez pas encore payé à l'administration fiscale. Supposons que même après ce dernier avis sans frais, même après cette deuxième chance, le contribuable n'a pas payé. Alors là, on passe aux choses sérieuses, on passe au recouvrement forcé, on passe aux procédures d'autorité, de violence, mais c'est une violence légitime de l'État. Et là, on va faire appel à 4 procédures. Le commandement, la saisie, des biens, la vente, et enfin, malheureusement, contrainte par corps. Quatre mesures draconiennes, violentes, agressives, dont l'objectif est de amener le contribuable récalcitrant à payer sa dette fiscale. On commence par le commandement.
Et là, le commandement, c'est une mise en demeure. C'est une mise en demeure qui est adressée par le percepteur au contribuable qui n'a pas payé après l'avis d'imposition et après le dernier avis sans. Mais il y a des conditions. C'est-à-dire, il ne peut être envoyé qu'après 30 jours de l'expiration de la date d'exigibilité et 20 jours depuis l'envoi du dernier avis sans frais. Donc il faut laisser quand même du temps au contribuable. Donc j'ai un avis d'imposition, je n'ai pas payé, avec par exemple une date d'exigibilité du 30 avril, je n'ai pas payé. Je recevrai un dernier avis sans frais vers le 10 mai, donc 10 jours, avec 30 jours supplémentaires à partir de la date d'exigibilité, et le commandement, une fois les 30 jours se terminent, après la date d'exigibilité, alors automatiquement par la suite, le percepteur pourrait vous adresser un commandement qui est une mise en demeure. Ce n'est pas un rappel, comme c'est le cas du dernier avis sans frais, donc c'est une mise en demeure, c'est un véritable avertissement, et en plus, le commandement fait couler des majorations et des pénalités. Maintenant, on passe aux sanctions, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas s'acquitter de sa dette fiscale et de son devoir envers l'administration fiscale et envers l'État. Supposons qu'après le commandement, dans le respect du délai de 30 jours, même après ce commandement et ce délai, le contribuable est toujours récalcitrant. Le contribuable refuse encore, il tient tête à l'État et refuse de payer sa dette fiscale. Alors là, il faut passer au degré supérieur, à l'état supérieur. Alors on passe à la saisie, ce qui est quand même un acte grave. Un acte grave, pas uniquement matériellement, mais un acte grave aussi sur le plan social. C'est mal vu. La saisie est mal vue sur le plan social. Et malheureusement, c'est mal vu et ça touche pas uniquement le contribuable, mais ça touche aussi ses proches, sa famille, ses enfants. Donc c'est un acte grave. Et c'est pour cela que le législateur va l'entourer des garanties nécessaires. Alors, la saisie s'attaque d'abord aux meubles, s'attaque aux effets mobiliers, des actions, etc., aux récoltes et fruits du redevable, et par la suite à l'immobilier. Alors, pour faire la saisie, il faut d'abord une autorisation. Le percepteur chargé du recouvrement n'a pas le droit de procéder directement à la saisie. Non. Il va devoir demander l'autorisation de son chef, de son supérieur hiérarchique. D'abord. Bien sûr, le chef va accorder cette autorisation ou ne pas l'accorder, suivant est-ce que les différentes étapes, les précédentes étapes, est-ce qu'ils ont été respectées ou non. Deuxièmement, la saisie ne peut avoir lieu que 30 jours après le commandement. Donc c'est un délai supplémentaire. Certes, il y a des frais, il y a des majorations, mais quand même, elles sont minimes par rapport à 30 jours, par rapport à la période et à ce délai qui est, encore une fois, accordé à ce contribuable qui est toujours récalcitrant. Donc, il nous faut une autorisation de la part du chef, de la part du supérieur hiérarchique du percepteur. Donc c'est une sorte de visa qui est accordé par le chef hiérarchique, qui doit vérifier le dossier, que bel et bien la personne, après avis, après dernier avis, après commandement, n'a pas payé, et qui va vérifier que le délai a été respecté. Sinon, on va tomber dans une vice de forme, dans un vice de forme, et que par la suite, donc, le tribunal administratif pourrait annuler l'opération. Donc il faut un délai de 30 jours de plus. La procédure est également soumise à pas mal de procédures, à pas mal de conditions. Alors, ça commence par l'établissement d'un PV, un procès verbal de la saisie. Donc ce sont des responsables de l'administration fiscale qu'on appelle des agents d'exécution et de notification. Un agent de cette administration qui se déplace chez le contribuable et qui va établir un PV, c'est-à-dire une liste des biens saisissables. Et cette liste doit être précise et surtout elle doit comporter l'estimation de la valeur de chaque bien saisissable, de chaque bien qui est mis sur le PV ou bien sur le rapport, et ça c'est fondamental. Alors, étant donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une opération, c'est une procédure quand même socialement mal vue, le législateur a posé pas mal de garde-fous, pas mal de garanties, pas mal de conditions
pour, d'un côté, préserver la dignité du contribuable et de sa famille, et ça c'est fondamental, mais aussi pour assurer dans les bonnes conditions le recouvrement des créances de l'État. Alors, d'abord, la saisie ne peut toucher que les biens à même de désintéresser le trésor. Donc, il ne faut pas quand même, pour, je ne sais pas, une dette fiscale de 100 000 dirhams, on va mettre des meubles dont la valeur est de 300 000 dirhams, 400 000 dirhams. Quand même, c'est très déséquilibré. Donc, il faut voir juste les meubles, les effets immobiliers, etc., qui ont à peu près la même valeur que la dette fiscale. Parce qu'il ne faut pas porter atteinte aux intérêts du contribuable. Il ne faut pas porter atteinte à la situation économique, à la situation sociale du contribuable. Il faut voir juste qu'est-ce qui pourrait désintéresser le trésor. Qu'est-ce qui pourrait être l'équivalent plus ou moins exact de la dette fiscale. Dans le même sens, le montant global des biens saisissables, qui ne sont pas encore saisis, ils sont juste saisissables, ils sont juste placés sur le PV, le montant global ne doit pas dépasser la valeur de la dette fiscale. Et ensuite, certains biens ont été exclus du champ de la saisie. Donc, certains biens qu'on a chez nous, on ne peut pas les saisir quand même. Alors, il y a une longue liste. Je me contente de vous donner quelques exemples. Alors, par exemple, la literie, les vêtements et les ustensiles de cuisine nécessaires aux saisies et à sa famille. On peut donner les livres et instruments nécessaires à l'exercice personnel de la profession du saisi. Les denrées alimentaires destinées à la nourriture pour un mois de saisie et de sa famille. Mais quand même, il faut lui laisser les moyens de subsister. Ce n'est pas une condamnation à mort, c'est une saisie. C'est pour quelqu'un qui n'a pas payé ça. Ce n'est pas la fin du monde, c'est grave, il n'a pas payé, etc. Mais quand même, il faut lui laisser une chance. Il faut lui laisser les moyens de subsistance. C'est le cas aussi de l'immobilier. Lorsque la personne a une résidence principale, pas secondaire, résidence principale, où habite sa famille, mais à condition que la valeur de cette résidence principale n'excède pas de 200 000 dirhams. C'est-à-dire nous sommes devant un logement social, un logement économique. Donc la situation du contribuable qui n'a pas payé, elle est claire, puisqu'il habite dans un logement social. Donc ce logement qui abrite sa famille ne peut être touché et ne peut être saisissable. Par exemple, les objets qui sont indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins de personnes malades. Quand même, c'est inconcevable de saisir les biens nécessaires, l'outillage nécessaire à une personne handicapée ou bien l'outillage nécessaire pour une personne qui souffre d'une maladie. Ben, c'est inhumain. C'est une saisie, c'est une procédure administrative, c'est une sanction. Mais ce n'est pas quand même une sanction inhumaine. Donc il doit respecter certaines conditions et le législateur a gardé cet équilibre, a pris en considération ces situations dans le cadre de code de recouvrement. Après la saisie, on passe à la vente. Donc remarquez, j'ai reçu un avis d'imposition, je ne l'ai pas payé, j'ai reçu le dernier avis sans frais, je n'ai pas payé, le commandement, l'avertissement, les frais, les majorations, je n'ai pas payé. La saisie, maintenant, ils sont venus chez moi, ils ont établi un rapport, un PV dans lequel ils ont mis un certain nombre de biens saisissables, qui ne sont pas encore saisis, et pourtant je ne l'ai pas payé. Alors là, on passe quand même à une sanction plus grave, la vente. Maintenant, on va procéder à la vente des biens saisis. Mais c'est grave. La vente des biens d'une personne dans le marché, comme ça, aux enchères publiques, c'est grave. C'est mal vu, c'est honteux. Et c'est pour ça que le législateur va encore une fois entourer la vente du maximum de garanties pour, certes, assurer le recouvrement des créances de l'État, mais sans pour autant toucher à la dignité de la personne. Et ça, c'est fondamental dans la législation de recouvrement. Alors, la vente est soumise à pas mal de conditions, d'autorisation, de délai, de compétences, de publicité, etc. Alors, commence d'abord par une autorisation. Avant de procéder à la vente des biens saisissables, des biens qui sont inscrits sur le PV, il faut une autorisation du chef de l'administration fiscale. Donc le percepteur qui s'adresse à son supérieur, hiérarchique directe, il lui demande l'autorisation de procéder à la vente. Bien sûr,
le supérieur hiérarchique va vérifier est-ce que toutes les procédures précédentes ont été respectées, est-ce que les délais ont été respectés, est-ce que les conditions d'autorisation, etc., ont été respectées, et que, bel et bien, la personne, le contribuable, malgré toutes ces conditions, malgré toutes ces procédures, refuse de payer. Alors là, il lui donne l'autorisation de procéder à la vente des biens saisis. Et une deuxième condition, c'est qu'il y a un délai. On ne peut procéder à la vente que 8 jours. Il faut respecter un délai de 8 jours à partir de la date de la saisie. Donc vous avez 8 jours supplémentaires. Voilà, on a établi une liste, on a établi un PV des biens qui seraient saisissables et vous n'avez pas payé. Donc je vous laisse quand même 8 jours pour pouvoir... C'est une chance, une deuxième chance que vous êtes accordée si vous voulez pour payer votre dette fiscale. Sinon, on va procéder malheureusement à la vente. Donc l'autorisation du chef, un délai de 8 jours après la saisie, et la vente est effectuée en présence de l'autorité locale ou de son représentant pour le maintien de l'ordre, pour éviter des troubles ou des accrochages au moment de la vente. Là, on va vendre des biens du contribuable et on doit assurer que ça rapporte le maximum possible, aussi bien pour le bien de l'administration, qui serait désintéressée par la suite, que pour le bien du contribuable lui-même, pour ne pas devoir procéder à une deuxième saisie. Et c'est pour cela qu'on va essayer d'effectuer la vente aux enchères publiques. Et il faut faire une publicité, comme ça on peut attirer le maximum de clients potentiels, ce qui fait que le prix quand même de la vente va augmenter. Si à l'occasion de la vente, et c'est avéré que le montant recouvré n'est pas suffisant pour désintéresser l'administration fiscale, c'est-à-dire le produit de la vente est inférieur à la dette fiscale. Les biens qui ont été saisis et par la suite vendus, leur valeur, malheureusement, s'est avérée au moment de la vente, s'est avérée inférieure à la dette fiscale. On va devoir procéder à une deuxième saisie pour les mêmes conditions. Supposons qu'on n'a rien à saisir, ou bien on n'a plus rien à saisir, et que le montant de la saisie et par la suite de la vente n'a pas été suffisant pour désintéresser l'administration fiscale et pour faire disparaître la dette fiscale. Alors il faut passer à une dernière sanction, à une dernière mesure drastique et draconienne, très violente, très agressive, la contrainte par corps. Certes, pour le moment, elle est suspendue, mais elle est prévue dans la loi. Et étant donné qu'elle est prévue, on va quand même s'arrêter sur une telle procédure. Donc lorsqu'on dit la contrainte par corps, on parle d'une détention privative de liberté. C'est une détention privative de liberté, c'est-à-dire tout simplement une période d'emprisonnement pour obliger, contraindre la personne à payer sa dette fiscale. Elle demeure très exceptionnelle et même maintenant elle est suspendue. Alors, étant donné que ça touche la liberté d'une personne, socialement, c'est comme la saisie, c'est comme la vente, c'est très mal vu. Une personne qui a été emprisonnée, imaginez dans le quartier par rapport à ses proches, à ses voisins, quand même par rapport à ses enfants, c'est mal vu. Donc ça touche la dignité d'une personne. Et c'est pour cela, encore une fois, le législateur intervient par un certain nombre de garanties. Alors, premièrement, il faut une demande. Le percepteur fait une requête, une demande qui est adressée à son chef. Et le chef va vérifier est-ce que toutes les procédures précédentes ont été respectées. Et que la personne n'est pas vraiment insolvable. Il n'est pas déclaré insolvable et il n'a rien apporté qui prouve qu'il l'est. Elle va donner son visa. Oui, on peut procéder à la contrainte par corps. Une fois la requête du percepteur est visée par le chef hiérarchique, par son chef hiérarchique, cette requête est adressée par la suite au juge des référés du tribunal de première instance, le tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal où réside
le contribuable. C'est dans le ressort territorial duquel il y a l'administration fiscale et il y a le contribuable. Alors, le juge des référés du tribunal de première instance va devoir statuer dans un délai de 30 jours. Donc c'est rapide. Et de fixer la durée de l'incarcération. Donc, le percepteur qui adresse une demande à son chef va apposer son visa. Par la suite, la demande est adressée au juge des référés du tribunal de première instance qui va faire deux choses. Il va statuer, oui ou non d'abord. Est-ce qu'on a respecté toutes les conditions, etc. Oui, on va procéder à l'incarcération. Deuxièmement, quel est le délai, la durée de l'incarcération. Alors là, il y a une liste qui est prévue par la loi. Mais là, juste, on va dire que lorsque la valeur de la dette fiscale ne dépasse pas 8000 dirhams, lorsque la valeur ne dépasse pas, oui, c'est-à-dire elle est inférieure à 8000 dirhams, la dette fiscale est inférieure à 8000 dirhams, il n'y aura pas de contrainte par corps. Donc on commence à partir de 8000 dirhams. Quand même, on ne va pas incarcérer une personne pour 1000 dirhams, pour 7000 dirhams, pour 5000 dirhams. Donc là, ça commence de 15 jours à 21 jours, par exemple, pour les personnes qui ont une dette fiscale de 8000 dirhams, supérieure à 8000 dirhams ou égal, et inférieure à 20 000 dirhams. De 1 à 2 mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à 20 000 dirhams et inférieur à 50 000 dirhams. De 3 à 5 mois pour les créances d'un montant égal ou supérieur à 50 000 dirhams et inférieur à 200 000 dirhams, etc. Il y a une longue liste. Donc elle est prévue par la loi. Mais la contrainte par corps n'est pas toujours applicable dans certains cas. Par exemple, lorsque, comme je viens de dire, le montant exigible n'est pas supérieur à 8000 dirhams, lorsque le débiteur, bien le créancier est âgé de moins de 20 ans ou de plus de 60 ans, lorsqu'il est reconnu comme étant insolvable, il n'y a rien, donc il ne peut pas payer, ce n'est pas la peine de l'obliger à payer, la femme enceinte ou bien la femme qui accouche et qui allait pendant une période de 2 ans. De toutes les manières, la contrainte par corps n'efface pas la dette fiscale. Ça, c'est fondamental. La contrainte par corps n'efface pas la dette fiscale. La personne ne sera pas incarcérée pour la même dette fiscale, mais une fois par la suite reconnu solvable, il va devoir s'acquitter de sa dette fiscale. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bonne continuation.